Si on prenait notre galaxie tout entière, la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, ses nébuleuses, ses trous noirs, et qu'on la réduisait à la taille d'un simple petit grain de sable, un truc d'1 millimètre de large, D'accord, j'essaye de visualiser. eh bien, l'univers observable, lui, à cette échelle-là, il s'étendrait sur une largeur de plus de 10 mètres. Ah oui, quand même. Un minuscule grain de sable flottant au milieu d'une immense pièce. Honnêtement, c'est le genre de perspective qui remet les choses en place instantanément, je trouve. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Le vertige cosmique par excellence. Exactement. Et aujourd'hui, notre mission dans cette exploration, c'est de synthétiser une véritable montagne de données. On a des publications astrophysiques, des relevés spectroscopiques récents, des modèles thermodynamiques, bref, du lourd. C'est un programme très chargé. Ouais, mais l'objectif, c'est pas de revoir les bases de l'astronomie façon manuel scolaire, hein. On veut extraire les pépites, les mécaniques réelles de notre cosmos. Comprendre l'architecture de cet espace, les forces invisibles qu'il tire dans tous les sens, la physique de ces objets les plus extrêmes, et la conclusion mathématique inévitable de tout ça. C'est ambitieux, mais c'est absolument nécessaire si on veut dépasser la simple accumulation de faits amusants. L'astronomie moderne, elle se contente plus de cataloguer ce qui brille dans le ciel. Non, ça c'était avant. Voilà. Aujourd'hui, on cherche à comprendre les rouages fondamentaux, qui sont souvent très contre-intuitifs d'ailleurs, et qui maintiennent toute cette immense structure en équilibre. Et pour ça, il faut d'abord accepter l'échelle phénoménale du terrain de jeu, comme tu viens de le faire avec ton analogie. Bon, décortiquons tout ça, parce que les chiffres dans les données, ils sont juste implacables. On parle d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière pour notre bulle observable. Et ça, c'est juste ce qu'on peut voir. Exactement. Et là-dedans, il y a environ 2 billions de galaxies. 2 billions. Et un nombre d'étoiles estimé à 10 septillions. C'est un 1 avec 24 zéros derrière. C'est une quantité d'informations que le cerveau humain n'est pas vraiment équipé pour traiter, honnêtement. Clairement pas. Et notre adresse là-dedans, elle s'inscrit dans cette démesure. On est à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie. On est dans ce qu'on appelle le groupe local, qui compte environ 80 galaxies. Une petite banlieue tranquille, quoi. Voilà, une toute petite banlieue qui fait elle-même partie du superamas de la Vierge, qui est lui-même aspiré dans le gigantesque bassin gravitationnel du superamas Laniakea. Et ça, c'est une structure qui fait 500 millions d'années-lumière d'envergure. C'est fascinant parce que quand on regarde les modèles cartographiques de ces relevés, on se rend compte que l'espace n'est pas juste parsemé de galaxies au hasard. Ouais, c'est pas juste du sable jeté en l'air. Pas du tout. La distribution de la matière, elle suit une architecture très spécifique, ce qu'on appelle la toile cosmique. Et c'est ça qui est dingue. En lisant les sources, j'ai vu que ça ressemble étrangement au réseau neuronal d'un cerveau ou à une éponge complexe. Pourquoi la matière s'est agglomérée de cette façon-là, avec ces immenses filaments et au milieu des vides cosmiques titanesques qui font des centaines de millions d'années-lumière? Cette structure en forme d'éponge, c'est le résultat direct des fluctuations quantiques primordiales, des choses qui ont eu lieu juste une fraction de seconde après le Big Bang. Attends, des fluctuations quantiques. Donc des trucs microscopiques. Oui, des variations de densité infimes au niveau subatomique qui se sont retrouvées étirées de façon spectaculaire pendant l'inflation cosmique. L'univers a grandi d'un coup et ces petites irrégularités sont devenues macroscopiques. Ah, je vois. Le petit défaut de base a été zoomé à l'infini. C'est exactement ça. Et avec le temps, la gravité a agi un peu comme un sculpteur aveugle. La matière a été attirée vers les zones qui étaient déjà légèrement plus denses. Les riches s'enrichissent, version gravitationnelle. Voilà. Ce qui a eu pour effet de vider progressivement de vastes régions de l'espace, créant ces fameux vides cosmiques. Les galaxies qu'on observe aujourd'hui, elles se concentrent le long de ces filaments de gaz intergalactiques. Et c'est aux intersections de ces filaments qu'on trouve les amas galactiques les plus massifs. D'accord, l'image est super claire. Mais c'est là que le gros problème mathématique surgit dans les rapports qu'on a analysés. Parce que quand les astrophysiciens ont commencé à mesurer la vitesse de rotation de ces galaxies et la cohésion de ces amas géants, l'équation, elle s'effondre complètement. Ah oui, le fameux problème de la masse manquante. C'est ça. La masse de toute la matière qu'on peut voir, le gaz, les étoiles, la poussière, les planètes, c'est totalement insuffisant. S'il n'y avait que cette matière ordinaire, ce qu'on appelle la matière baryonique, la toile cosmique devrait juste voler en éclats. La force centrifuge aurait dû disloquer les galaxies depuis très longtemps, effectivement. Elles tournent beaucoup trop vite sur les bords par rapport à la masse visible qu'elles contiennent. Donc comment ça tient ? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'observation de ces anomalies nous a obligés à accepter une réalité très humble. 95% du contenu de l'univers échappe complètement à notre perception directe. 95%? On ne voit que les miettes, en fait. Absolument.
Nos télescopes, nos instruments électromagnétiques, ils ne captent que 5% de la réalité. Pour le reste, on est obligé de déduire la présence d'un composant majeur uniquement par son empreinte gravitationnelle. Et ça, c'est la matière noire. La fameuse. Et elle représente combien, ça? Environ 27% du bilan énergétique total de l'univers. Mais pourquoi noire? Parce qu'elle est loin? Non, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle n'émet pas de photons, elle n'en absorbe pas, elle n'en réfléchit pas. Elle est littéralement invisible. Mais elle forme un halo colossal autour des galaxies, et c'est elle qui fournit la masse manquante. C'est l'armature invisible qui permet à la gravité de surpasser la force centrifuge. D'accord, donc la matière noire, c'est le ciment architectural. C'est la supercolle cosmique. Mais c'est là que les données m'ont fait un nœud au cerveau. Les modèles soulignent que cette colle n'est même pas le truc dominant. Il reste les fameux 68% du gâteau. Oui, le plus gros morceau, l'énergie sombre. Voilà. Et contrairement à la matière noire qui rassemble les choses, l'énergie sombre, elle provoque une expansion accélérée de l'univers. On la mesure avec la constante de Hubble, environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Mais du coup, j'ai une question toute simple. Si la matière noire agit comme une colle ultra puissante, pourquoi l'univers s'étend-il de plus en plus vite? Pourquoi la gravité finit pas par gagner le bras de fer? C'est une excellente question. Et c'est vraiment le nœud du problème cosmologique actuel. Pour comprendre, il faut visualiser la différence de nature entre ces deux choses. Je t'écoute. La matière, qu'elle soit noire ou ordinaire, elle se dilue au fur et à mesure que l'univers s'étend. Son influence gravitationnelle globale diminue parce que le volume de l'espace augmente, mais la quantité de matière, elle, reste la même. Logique. Comme une pincée de sel dans un verre d'eau, comparé à une pincée de sel dans une baignoire. L'effet diminue. Exactement. L'énergie sombre, en revanche, c'est tout l'inverse. Elle se comporte comme une propriété intrinsèque du vide quantique lui-même. C'est très proche de l'idée de la constante cosmologique introduite par Einstein. Elle ne se dilue jamais. Attends, elle se dilue pas du tout. Non. Plus l'univers s'étend et crée du nouvel espace, plus la quantité totale d'énergie sombre augmente, puisqu'elle est liée à l'espace lui-même. Ah, ouais. Donc le rapport de force change avec le temps. C'est ça l'astuce. Il y a eu une époque dans la jeunesse de l'univers où l'espace était plus petit. Donc la densité de matière était suffisante pour freiner l'expansion. La gravité dominait. D'accord. Mais il y a environ 5 milliards d'années, l'expansion a fait chuter la densité de matière sous un certain seuil critique. Et là, l'énergie sombre a pris le dessus. Aujourd'hui, les relevés confirment que le taux d'expansion s'accélère d'environ 1% chaque milliard d'années. C'est une bataille qui est déjà perdue par la matière, en fait. Le vide a gagné. Oui, on peut le voir comme ça. C'est une idée assez glaçante, je trouve. Mais bon, avant de voir jusqu'où cette expansion va nous mener, recentrons-nous sur nos petits 5% de matière ordinaire qu'on peut scruter. Parce que si la matière perd à l'échelle cosmique, à l'échelle locale, la gravité crée quand même des phénomènes d'une violence inouïe. C'est vrai, les échelles locales sont extrêmement dynamiques. Prenons notre Soleil. Depuis la Terre, il a l'air énorme et puissant. Mais en lisant les données, on voit vite que c'est une étoile naine. Hyper banale, bien tranquille, en parfait équilibre. Un équilibre hydrostatique, oui. Voilà. Sauf que les modèles décrivent des monstres stellaires où cet équilibre devient précaire. Des étoiles hypergéantes comme Uiscuti, ce truc a un diamètre de 2,4 milliards de kilomètres. C'est environ 1700 fois la taille de notre Soleil. C'est absurde. Si on la plaçait à la place du Soleil, au centre de notre système solaire, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et elle irait jusqu'à l'orbite de Jupiter. Comment c'est physiquement possible de maintenir une boule de gaz d'une telle énormité sans qu'elle s'effondre sous son propre poids gravitationnel? C'est un rapport de force extrêmement tendu au cœur de l'étoile. Pour empêcher une masse aussi colossale de s'effondrer sur elle-même, le noyau de cette hypergéante doit générer un taux de fusion nucléaire effarant. Ça doit brûler très fort. Qui exerce ce qu'on appelle une pression de radiation vers l'extérieur. C'est cette pression thermique monumentale qui repousse la gravité et maintient le volume gigantesque de l'étoile. Mais j'imagine que ce métabolisme de l'extrême, ça a un coût, non? Un coût énorme, oui. Ces étoiles vivent à un rythme effréné. Elles brûlent tout leur carburant nucléaire en quelques millions d'années seulement, alors que notre Soleil, plus modeste, a une espérance de vie de 10 milliards d'années. Et quand le carburant vient à manquer dans ce genre de monstre, la pression des radiations s'arrête d'un coup?
C'est la peine sèche. Et la gravité reprend ses droits instantanément. Le noyau s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde et ça entraîne la destruction de l'étoile dans une explosion apocalyptique. Une supernova de type II. Et les relevés montrent un truc fascinant là-dessus. Lors de cet effondrement, 99% de l'énergie colossale de l'explosion, c'est même pas de la lumière, hein. C'est transporté par un déluge de neutrinos. Les neutrinos, ce sont ces particules fantômes qui interagissent très peu avec la matière. C'est ça, elles traversent les couches externes de l'étoile à une vitesse proche de la lumière, et elles amorcent l'onde de choc. C'est fou. Et ce qui reste au centre de cette explosion, ça nous mène directement au fameux trou noir. L'aboutissement de la gravité extrême. Exactement. Des petits trous noirs stellaires comme XTE J550-564, qui font quelques masses solaires, jusqu'aux aberrations totales comme le trou noir supermassif TON 618. Celui-là, il est évalué à 66 milliards de masses solaires. Un vrai mastodonte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est là que nos lois de la physique entrent en collision frontale, non? Absolument. Quand on parle d'un trou noir, il faut bien comprendre que la limite qu'on perçoit, ce n'est pas une surface solide. C'est l'horizon des événements. Le fameux point de non-retour. C'est ça. C'est une frontière purement mathématique où la courbure de l'espace-temps devient si prononcée que la vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour s'échapper, dépasse celle de la lumière. Rien ne peut en sortir. Et d'ailleurs, si vous tombez dedans, les forces de marée sont telles que la gravité tirerait plus fort sur vos pieds que sur votre tête, ce qui vous étirerait comme un spaghetti. La spaghettification. C'est un terme officiel en astrophysique, ça me fait toujours rire. Mais au-delà de la spaghettification, la théorie de la relativité générale d'Einstein décrit très bien cette géométrie à grande échelle. Le vrai problème dans les publications, c'est quand on introduit la physique quantique là-dedans. Oui, la physique théorique se heurte à un mur conceptuel énorme à cet endroit précis. Le paradoxe de l'information. C'est là que la relativité refuse de coopérer avec la mécanique quantique. D'un côté, on a le rayonnement de Hawking. Hawking a postulé que, près de cet horizon des événements, des paires de particules se créent spontanément et peuvent être séparées par la gravité extrême. L'une tombe dans le trou noir et l'autre s'échappe. Exactement. Et le fait qu'une particule s'échappe signifie que le trou noir perd une infime quantité de masse et d'énergie, il fuit lentement, et à terme, il finit par s'évaporer totalement. Et c'est là qu'est le drame. Parce que si le trou noir s'évapore, que devient l'information quantique de tout ce qui est tombé dedans depuis des milliards d'années? La chaise, la planète ou l'étoile qui a été avalée? L'information peut-elle être détruite? C'est une contradiction intolérable pour les physiciens. Parce qu'un principe absolu de la mécanique quantique, l'unitarité, stipule que l'information qui décrit l'état physique exact d'un système ne peut jamais, au grand jamais, être détruite. Jamais! Or, le rayonnement de Hawking, tel qu'il a été calculé initialement, il est purement thermique. Aléatoire. Il ne contient aucune trace, aucune mémoire des objets qui sont tombés dedans. Donc si le trou noir s'évapore complètement en ne laissant qu'un bain de photons aléatoires, l'information semble définitivement effacée de l'univers. Ce qui voudrait dire que l'une de nos deux théories majeures est fondamentalement fausse. Soit Einstein s'est trompé, soit la mécanique quantique a un gros défaut. C'est un casse-tête magistral. Précisément. Et c'est pour ça que la recherche actuelle tente désespérément d'unifier ces cadres avec des théories de gravité quantique. Certains suggèrent que l'information pourrait être encodée de manière subtile dans le rayonnement ou bien conservée sur la surface de l'horizon comme un hologramme. Le principe holographique. Bon, on va laisser ce paradoxe aux théoriciens pour l'instant parce qu'on a d'autres choses concrètes à voir, notamment ce que les supernovas, dont on parlait tout à l'heure, apportent à notre galaxie. Oui, elles ont un rôle créateur, curieusement. C'est ça. Sans ces explosions dévastatrices, l'univers serait juste un endroit stérile, rempli d'hydrogène et d'hélium, c'est tout. Les supernovas agissent comme des forges alchimiques. Elles créent et dispersent du carbone, de l'oxygène, du fer, bref, les éléments lourds qui sont indispensables pour former des planètes rocheuses. Et potentiellement la vie qui va avec. Exactement, et les données récentes sur les exoplanètes, elles sont sidérantes. On a plus de 5700 planètes confirmées hors de notre système solaire. Et près de 71% d'entre elles ont été découvertes par une technique qu'on appelle la méthode du transit autométrique. C'est une méthode qui illustre vraiment les prouesses technologiques de notre époque, parce qu'on n'observe pas directement ces planètes. Non, l'étoile est beaucoup trop éblouissante. Voilà, on mesure en fait l'infime baisse de luminosité de l'étoile quand la planète passe devant elle, le long de notre ligne de visée. Pour imager le niveau de précision qu'il faut, j'ai trouvé cette comparaison dingue. C'est comme essayer de détecter un moustique qui vole devant le phare d'une voiture.
Sauf que la voiture est à plusieurs centaines de kilomètres de vous. Et vous ne voyez jamais le moustique. Vous mesurez juste l'infime variation de la lumière du phare. C'est une excellente analogie. C'est exactement le niveau de sensibilité de nos télescopes spatiaux. Et malgré des difficultés, comme les taches stellaires qui peuvent mimer ces passages et créer des faux positifs, les algorithmes nous ont révélé une diversité planétaire complètement folle. On a trouvé des Jupiters chauds, comme 51 Pégasi b, Des géantes gazeuses collées à leur étoile, oui. si proches que leur atmosphère s'évapore littéralement. On a aussi trouvé des planètes errantes, arrachées à leur système stellaire, qui voyagent seules dans le noir sidéral absolu. Mais toute l'attention des astrobiologistes, elle semble concentrée sur les systèmes de naines rouges, comme le fameux système TRAPPIST-1, à seulement 40 années-lumière d'ici. Ah, Trappiste 1, c'est un système fascinant. 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 situées dans la zone habitable. L'endroit où l'eau liquide est possible. Mais ça soulève une question importante. C'est quoi exactement une planète véritablement habitable? On a longtemps résumé ça à une simple distance orbitale, la bonne température pour avoir de l'eau liquide. Mais les données atmosphériques montrent que c'est beaucoup plus complexe. Pas le piège. Les étoiles naines rouges, par exemple, elles sont extrêmement actives dans leur jeunesse. Elles émettent des éruptions stellaires très violentes. Donc des radiations mortelles. Voilà. Si la planète ne possède pas un cœur actif qui génère un champ magnétique robuste pour la protéger, son atmosphère sera littéralement soufflée par les vents stellaires, peu importe qu'elle soit dans la zone habitable ou non. Sans atmosphère, pas d'eau liquide, pas de vie. Exactement. Et en plus, comme ces planètes orbitent très près de leur petite étoile, elles sont souvent en rotation synchrone. Comme notre Lune avec la Terre. Elle montre toujours la même face. C'est ça. Donc, un hémisphère est perpétuellement cuit par le Soleil et l'autre est plongé dans une nuit glaciale éternelle. Ça complique un peu les choses pour le développement de la vie. Un équilibre hyper précaire. Mais disons que les conditions sont réunies. Comment on détecte la vie depuis la Terre? On cherche juste de l'oxygène avec nos télescopes? Non, ça ne suffit pas. Les spectroscopes de nouvelle génération cherchent des biosignatures plus complexes. Les modèles chimiques soulignent qu'il faut un déséquilibre thermodynamique persistant. Un déséquilibre? C'est-à-dire? Par exemple, trouver en même temps du méthane et de l'oxygène dans une atmosphère. Ce sont deux gaz qui réagissent très rapidement ensemble pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Ah, donc ils ne devraient pas rester ensemble bien longtemps. Exactement. S'ils coexistent en grande quantité, ça implique qu'il y a un processus continu et intense qui les renouvelle en permanence. Ça peut être géochimique, mais c'est exactement le genre d'anomalie que la géologie seule peine à expliquer sur le long terme. C'est l'essence de la recherche de biosignatures. Chercher ce qui ne devrait pas être là sans l'intervention d'un processus biologique. C'est captivant de se dire qu'on cherche des indices chimiques d'une respiration planétaire. Bon, tout ça, ça nous donne l'image d'un univers superactif, foisonnant de planètes, de trous noirs, de supernovas. Mais les modèles thermodynamiques de ces recherches nous obligent à regarder vers la toute fin, la ligne d'arrivée. Avec l'expansion poussée par l'énergie sombre, comment tout ce grand système va se terminer? C'est la question ultime. On sait déjà que localement, notre Soleil va devenir une géante rouge dans 5 milliards d'années, vaporisant probablement Mercure, Vénus et la Terre avec. Oui, le destin local est scellé. Mais à l'échelle cosmologique absolue. J'ai lu que les scénarios comme le Big Crunch où l'univers s'effondre sur lui-même étaient complètement écartés maintenant. Le scénario mathématiquement le plus robuste aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mort thermique, le heat death. Oui. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est tout simplement l'application inévitable de la seconde loi de la thermodynamique à l'échelle de l'univers tout entier. L'entropie. Voilà. L'entropie, c'est la mesure du désordre. Dans un système isolé, elle ne peut qu'augmenter. Tous les processus qu'on vient de lister, la fusion des étoiles, les explosions, la vie même, les trous noirs, transforment une énergie utile et concentrée en énergie dissipée. Sous forme de chaleur perdue dans le vide. Principalement sous forme de rayonnement thermique, oui. Donc, le destin de l'univers, c'est une marche unidirectionnelle vers un état d'équilibre thermodynamique maximal. Un repos total. Et la chronologie de cette mort thermique, franchement, elle défie littéralement la cognition humaine. On compte plus en milliards d'années, on compte en puissance de 10 invraisemblable. C'est un calendrier très étiré. D'abord, on va avoir la fin de l'ère stellaire. Plus aucune nouvelle étoile ne pourra se former parce que tout le gaz interstellaire aura été consommé ou dispersé par l'expansion galopante. Seules les petites naines rouges survivront, brûlant à très petit feu pendant des billions d'années.
Et quand les dernières naines rouges s'éteindront, l'univers entrera dans ce qu'on appelle l'ère dégénérée. Là, on n'aura plus que des cadavres d'étoiles, des naines noires, des étoiles à neutrons. Et si j'ai bien compris les théories de grande unification, même ces restes-là finiront par disparaître, si le proton lui-même se désintègre. C'est une hypothèse très probable. Et une fois que toute la matière ordinaire, les atomes, se sera désintégrée en particules légères et en rayonnement, on entrera dans l'ère des trous noirs. Plus aucune matière physique. Juste des trous noirs isolés. Des singularités, oui. Séparés par des distances tellement monstrueuses que même la lumière ne pourra plus voyager de l'un à l'autre à cause de l'expansion de l'espace. Et ces trous noirs, comme on l'a vu avec la radiation de Hawking, ils vont s'évaporer. Très, très lentement. Un par un. Et les estimations disent que le dernier des trous noirs supermassifs disparaîtra dans un flash final de particules après 10 puissance 100 années. Un 1 suivi de 100 zéros. Un Google d'années. C'est un chiffre qui ne veut plus rien dire pour l'esprit humain. Insaisissable, ouais. Et après ça, c'est l'ère sombre, l'extinction totale. Un gaz ultra dilué de photons solitaires et de particules élémentaires qui refroidissent perpétuellement vers le zéro absolu. Plus rien n'interagira jamais avec rien. Aucune information ne pourra être traitée. L'univers aura consommé tout son potentiel de transformation. L'entropie sera à son maximum. C'est un horizon mathématique asymptotique où absolument plus rien de significatif ou de structuré ne peut se produire. Tchou! Ah, qu'est-ce que tout ça signifie? On est passé des fluctuations subatomiques du début qui ont dessiné la grande toile cosmique, au casse-tête quantique des trous noirs, pour finir sur une projection d'un vide froid et silencieux qui s'étire à l'infini. Ça force l'humilité. Notre existence dynamique, avec nos étoiles, nos planètes, la vie, c'est finalement qu'une toute petite étincelle éphémère dans la longue et froide histoire du cosmos. Une étincelle fractionnelle, oui. Mais, et c'est là que je veux conclure cette analyse, il y a un dernier concept caché dans les théories relativistes qu'on a consultées, qui vient un peu bousculer toute cette chronologie linéaire. Ah, tu penses à la dilatation temporelle? Exactement. Pendant toute l'émission, on a parlé du futur comme si c'était un calendrier universel, genre une horloge géante accrochée au mur de l'univers qu'on regarde tous tourner ensemble. Mais la relativité générale nous prouve que le temps, c'est pas rigide. Il est intimement lié à la gravité locale et à l'espace. Le tissu de l'espace-temps se déforme. Voilà, à l'approche d'un champ gravitationnel extrême, par exemple près des 66 milliards de masses solaires du trou noir Thon 618, le temps ralentit drastiquement par rapport à quelqu'un qui serait loin dans l'espace vide. Cette dilatation temporelle, elle détruit complètement l'idée d'une horloge cosmique synchronisée. Il n'existe aucun maintenant universel. Le temps est une expérience purement locale. C'est ça qui est dingue. Si un observateur théorique se trouvait près de l'horizon de ce trou noir géant, son écoulement du temps serait tellement ralenti que pour lui, notre lointain futur des millions d'années d'évolution galactique se déroulerait en un clin d'œil. La mort thermique glaciale qu'on projette dans un futur incommensurable, au fond, ce n'est qu'une perspective liée à notre petit point de vue d'humain coincé dans notre propre puits gravitationnel. Et c'est une pensée assez vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'on lève les yeux vers le ciel nocturne. Le passé, le présent, la fin de tout, ça dépend littéralement de la gravité de là où on se trouve. Fin de l'exploration pour aujourd'hui et waouh, ça fait vraiment beaucoup réfléchir.